notre grand témoin de la semaine. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Jacques Attali. Alors avant de parler de vous, de votre actualité, c'est-à-dire de ce livre « Les chemins de l'essentiel » que vous publiez chez Fayard, on va faire un détour par les couloirs de l'Assemblée nationale où Élie Chiche-Porty, Julien Percheron et Pierre Barbin sont allés demander aux députés ce qu'ils pensaient de votre parcours, de votre action, de l'homme Jacques Attali. Jacques Attali, c'est toute une histoire. Cet homme qui s'est investi pour la France, qui a eu des prises de position. Voilà, c'est ça, Jacques Attali. François Mitterrand, brillant intellectuel et chef d'orchestre. Ça évoque une interview des années 80 au cours de laquelle un homme en costume sur un plateau de télé raconte qu'un jour tous les Français ou tous les humains seront équipés d'un boîtier sur eux qui permettra de se connecter sur un réseau mondialisé sur lequel on pourra échanger des informations. En gros, ça m'évoque plutôt un visionnaire. Oui, c'est un influenceur, c'est un penseur politique de notre temps et c'est effectivement quelqu'un qui produit des pensées, des concepts qui sont intéressants. Moi, j'ai plaisir à le lire. Ouais, les chemins de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'apprendre à se passer de la pensée de Jacques Attali. Un ancien conseiller de François Mitterrand, celui qui murmure à l'oreille de M. Macron et qui propose de vendre en coupe réglée tous les grands services publics et le modèle social français. Ce que dit Jacques Attali doit toujours être regardé avec intérêt, pas forcément suivi ensuite dans le concret. Vous reconnaissez Jacques Attali dans ce que disent ces députés de vous ? Je reconnais certaines caricatures tristes, mais parce que je regrette ces personnages qui sont des marionnettes agités par des concepts qu'ils ne connaissent pas. Alors il y en a quand même qui ont dit que vous étiez un grand intellectuel, un visionnaire, un chef d'orchestre. Je parle de ceux qui sont critiques, naturellement. Malheureusement, on n'est plus touché par les critiques que par les compliments. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais je suis flatté des compliments que j'ai entendus. Voilà. En tout cas, on va dire qu'on sait que vous êtes le produit de l'excellence française, on le dit, on le redit, polytechnicien, énarque, certains l'ont dit, conseiller du président Mitterrand pendant 10, 20 ans même, puisque vous avez été aussi son conseiller quand il était dans l'opposition, le découvreur de talent présidentiel, François Hollande et Emmanuel Macron qui sont devenus présidents, après avoir travaillé soit auprès de vous, soit avec vous. Vous avez fondé 5 institutions internationales, dont Positive Planète, que vous présidez. Alors pourquoi avoir choisi quelque part de transmettre le savoir, la culture et les connaissances, et puis c'est au centre d'ailleurs de ce livre, Les chemins de l'essentiel. Je pense qu'une vie n'est intéressante que si on transmet, si on fait en sorte que le monde soit meilleur après soi qu'avant soi. Donc ma mission, comme celle de beaucoup d'êtres humains, c'est de transmettre, de créer et de transmettre. Et c'est ça l'objectif de ce livre ? Oui, ce livre, c'est une façon de dire, on apprend beaucoup de choses à l'école, ou pas à l'école, ou dans la vie, mais on passe souvent à côté des grands chefs-d'œuvre, parce que personne vous dit qui ils sont, comment les trouver. Et j'ai voulu faire ce que l'école aurait dû faire, ou devrait faire, ce que la famille devrait faire, ne fait pas toujours, c'est-à-dire dire, voilà, il y a 100 livres que tu dois absolument avoir lus, il y a 100 tableaux que tu dois absolument avoir vus, il y a 100 films qu'il faut absolument que tu vois, et il y a 100 œuvres musicales que tu dois absolument avoir écoutées, puis on en parle. Et puis, vous dites aussi, il y a 100 lieux que vous devez Il y a des lieux qu'il faut avoir. Des lieux, voilà. Et il faut aussi se mémoriser, toutes les dates importantes de l'histoire de l'humanité. Oui, il faut connaître les dates importantes pour replacer les œuvres dans ce contexte, et puis aussi apprendre à faire soi-même. Il ne faut pas seulement écouter de la musique, mais il faut en faire. Il ne faut pas seulement regarder des tableaux, mais il faut dessiner. Tout ça est à la portée de tout le monde. Vraiment de tout le monde. Moi, je chante faux, mais j'ai appris à chanter, on peut y arriver. Je ne suis pas doué en dessin, mais je le fais, et on peut le faire. Tout ça est à la portée. Et vous êtes pianiste depuis votre enfance, donc. Pianiste depuis mon enfance, donc pas du tout doué. Pas du tout doué, mais ça veut dire que quelqu'un qui nous regarde là et qui se dit j'ai 50, 60 ans, je peux pas faire tout ça. J'ai plus le temps. D'abord, lire et voir tout ce qu'il y a là-dedans, ça prend 1 heure par semaine pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, donc tout le monde a le temps de le faire. À condition d'y consacrer un peu plus de temps à ça qu'à certaines autres activités plus ou moins intéressantes. Souvent, on s'intéresse aux choses nouvelles et pas aux choses anciennes. On dit les choses anciennes, j'aurai le temps de les voir. Mais non, si on le fait pas, on le fera jamais. Or, il y a une centaine de chefs-d'œuvre dans chaque domaine qu'il faut vraiment qui valent la peine, non seulement d'une façon purement de plaisir, mais aussi d'une façon intéressée, parce que quand on fréquente ces chefs-d'œuvre, on développe des compétences personnelles, on développe une connaissance du monde, une appétence du monde absolument extraordinaire. Et j'ai voulu choisir ces chefs-d'œuvre dans toute la littérature, la musique et le cinéma mondial
pour que ce livre puisse être lu par quelqu'un qui n'est pas français, aussi pour dire à quel point la fermeture des frontières est une folie et la culture, elle, est sans frontières. Et pour avoir écrit ce livre, il faut avoir beaucoup lu, beaucoup voyagé, beaucoup visité d'expositions, Oui. beaucoup écouté de musique, Oui. beaucoup regardé de tableaux. Oui, il faut ça, et c'est pour ça qu'ayant eu le privilège de pouvoir faire ça, j'ai voulu mettre les choix importants, qui ne sont pas seulement les miens, mais ceux qui dominent un peu à l'échelle de la planète, à la portée de tous, puisque quand je recommande une œuvre musicale, je recommande aussi une interprétation. Quand je recommande un livre, j'en donne un extrait. À chaque fois, j'essaye d'inciter, de déguiser la curiosité. Parce que, en vous lisant, on se dit, la musique, l'art, la culture, l'histoire, c'est essentiel pour faire avancer un pays, l'humanité, et pour Chacun avancer soi-même. Pour avancer soi-même, c'est fondamental. Si on veut vraiment, même d'une façon extrêmement prosaïque, toute œuvre d'art est un récit qui raconte une histoire. Un roman raconte une histoire, mais une œuvre musicale raconte une histoire, un tableau, un film raconte une histoire. Et quand on regarde, ou on écoute des histoires, on voit d'autres vies, et donc on apprend comment les autres vivent, ce qui nous permet à la fois d'être plus empathique à l'égard des autres, mais aussi de mieux les comprendre pour réagir, même s'ils sont hostiles. Donc c'est extrêmement précieux pour mieux gérer sa propre. Parce que vous écrivez, c'est page 11 de ce livre, Les chemins de l'essentiel, qu'il s'agit pour vous de constituer les bases nécessaires pour permettre d'affronter au mieux le monde. Oui, parce que connaître ce que les hommes ont fait de meilleur, c'est une façon de mieux comprendre ce qu'est l'humanité et ses menaces aussi. Alors, découvrir l'humanité et puis aussi s'ouvrir vers les autres, vers le monde. Vous dites, la fréquentation régulière des livres, films, œuvres musicales, œuvres d'art essentielles constitue un formidable moyen de découvrir les autres et le monde. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire une formidable façon. Et que si vous lisez Les Misérables, ou si vous lisez Le Comte de Monte Cristo, ou si vous lisez un grand roman indien ou japonais, vous apprenez comment les autres pensent, comment les autres réagissent, comment on devient un monstre, si on lit Dostoïevski, on comprend comment on devient un monstre, et on apprend comment se comporter face à eux. Et c'est donc essentiel pour bien conduire sa vie. Essentiel aussi d'avoir cherché, d'avoir trouvé ce que sont les Misérables dans d'autres cultures, par exemple. Oui, par exemple, je commence par donner 10, puis 30, puis 100 chefs-d'œuvre. Et dans les 10 premiers romans, puisque pour rester au roman, je donne un roman japonais que peu de gens en France connaissent, mais qui est l'équivalent des Misérables au Japon, qui est le Dit Genshi, écrit par une femme au XIIe siècle. C'est un chef-d'œuvre sublime d'élégance et de raffinement que les Occidentaux auraient intérêt à connaître, comme je donne des romans japonais, chinois, indiens, coréens, latino-américains, africains, etc. Et qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à être ouvert sur toutes les cultures ? On n'a qu'une vie, alors j'essaie de les mener toutes. J'essaie de me conduire aussi comme si j'étais quelqu'un qui venait d'ailleurs, puisque je viens d'ailleurs et nous venons tous d'ailleurs. Donc si on veut avoir une vie joyeuse, il faut prendre le meilleur du reste du monde, pas être en situation d'hostilité à l'égard du monde. Mais pour comprendre le meilleur du monde, il faut admirer la culture. On admirait la culture, et donc qu'est-ce qui vous a conduit, quand vous étiez enfant, à vous intéresser à tout cela ? C'est l'environnement familial ou c'est l'école ? Justement, c'est ce que je dis dans ce livre au commencement. Je dis qu'il y a deux sources fondamentales pour y arriver. C'est la famille et l'école. Et puis parfois, c'est ni la famille ni l'école, parce que la famille, parfois, ne vous pousse pas à lire ou à voir des films ou à écouter de la musique. Et l'école non plus, parce que même si c'est le rôle de l'école que de faire tout ça, elle ne le fait pas toujours. Donc à ce moment-là, c'est les copains. C'est ce qu'on trouve en soi-même. Il y a toute une théorie aux États-Unis dans la pédagogie qui appelle ça the grit, qu'on peut traduire facilement en français par l'agnac. L'agnac, ça se construit. Et je donne toute une série de techniques pour construire cette gnac qui permet justement d'avoir envie de pas rester les bras ballants, désarmés devant les listes que je donne dans ce livre, parce qu'on pourrait se dire non mais attends, c'est pas pour moi, je peux pas ouvrir ça. Oui, c'est Jacques Attali, il est au-dessus de nous. Voilà, les gens peuvent dire ça. C'est pas vrai. Vous écoutant. Quand on regarde les chefs-d'œuvre qui sont là-dedans, c'est très facile d'accès. C'est passionnant quand on a un lien, on a envie d'en lire un autre, et on se dit ah mince, comment je le connaissais pas encore. Et alors, vous parlez justement de ce dont vous parlez à l'instant, de ces pratiques personnelles. Mm-hmm. Quelles sont ces pratiques personnelles ? Il y en a beaucoup. La première, c'est se respecter soi-même, se prendre au sérieux, considérer qu'on est sérieux, que ça vaut la peine de mener une bonne vie et pas de se laisser aller.
Il y en a une autre qui est d'être curieux, de regarder. Une troisième, c'est d'être capable d'admirer. Il faut penser que les autres méritent de l'intérêt, être capable d'admirer. Une autre encore, c'est la ténacité. C'est quand on rencontre une œuvre qui vous résiste, que ce soit une œuvre musicale qu'on a du mal à appréhender. Il faut s'y accrocher. Il faut s'y accrocher. Puis, et c'est comme tout dans la vie d'ailleurs. Voilà, c'est comme tout dans la vie. Mais quand moi, il y a des œuvres musicales, je me suis accroché, puis finalement, ça m'a pas intéressé. Lesquelles, par exemple ? Disons que la musique dite dodécaphonique, j'ai mis du temps à comprendre que je m'y intéresserais jamais. Donc je m'y intéresse pas. Mais certaines œuvres de Beethoven, que je croyais être ennuyeuses pour moi, sont devenues des compagnons inséparables. Je pense par exemple au 14e Quatuor, qui est pour moi un compagnon de ma vie, mais que j'ai mis très longtemps à trouver intéressant. Mais d'ailleurs, au départ, pour considérer qu'on ne peut pas s'intéresser à une œuvre, à un roman, ou un film, il faut déjà le connaître au départ. C'est tout l'objet de ce livre, c'est de permettre de dire, voilà, ça, il faut vraiment que vous essayez tout ça. Voilà. Essayez tout ça. Donc, pratique personnelle. Et partant de ces constats, donc respect de soi, ténacité, répétition, admiration, sens critique et partage, il y a aussi ce que vous appelez des pratiques sociales et personnelles. Comment choisir l'essentiel ? Pour choisir l'essentiel, d'abord, c'est ce que j'ai fait, c'est d'être à l'écoute des autres. Donc, toute ma vie, j'ai dit, t'as pas lu un bon livre, t'as pas vu un bon film, qu'est-ce que t'écoutes en musique ? Et je dis ça dans le monde entier. Vous dites ça, et puis c'est ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes enfant aussi. Oui. Et j'ai dit ça dans le monde entier, et j'ai comme ça eu l'occasion de découvrir le cinéma indien, où il y a des chefs-d'œuvre incroyables, la littérature policière japonaise, où il y a des romans extraordinaires. Lesquels, par exemple ? Par exemple, il y a Tokyo Express, qui est pour moi un des plus grands romans de policiers de la littérature mondiale, qui est un roman japonais. C'est ce qui vous a conduit à écrire des livres policiers ? Des romans policiers ? Oui, Agatha Christie m'a beaucoup inspiré tout au long de ma vie. J'adore ça. Et ça m'a conduit en effet à écrire des romans policiers aussi. Oui. Et d'ailleurs, puisque tout au long de votre vie, votre carrière, vous avez été amené à rencontrer les plus grands dirigeants de ce monde, avec eux, vous ne parliez pas seulement de diplomatie, d'état du monde, vous parliez aussi de littérature et de culture. C'est encore le cas aujourd'hui, et j'ai le privilège de rencontrer beaucoup de grands personnages du monde. Je vois Henry Kissinger aujourd'hui, et bien d'autres tout au long de des jours qui passent. Vous savez, la politique, c'est vraiment une activité... secondaire ? Pas secondaire, mais ça s'inscrit dans un contexte plus vaste. Si vous connaissez rien à la culture perse, vous connaissez rien à l'Iran. Si vous connaissez rien à la culture arabe, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Si vous ne connaissez pas la Bible d'une façon intense, vous ne comprenez rien au conflit israélo-palestinien. Et donc, la culture est essentielle. Et de même, comment comprendre l'Amérique latine sans connaître 100 ans de solitude et les romans de Vargas Llosa. Enfin, donc, on peut dire tout est culture. En tout cas, où tout dépend de la culture. La culture est la clé de l'ouverture de tous les coffres-forts. Et sans culture, ça peut conduire peut-être à la guerre. La culture peut conduire aussi à la guerre. N'oublions pas que les nazis étaient... Les directeurs des camps de concentration faisaient jouer du Beethoven par les condamnés qu'ils conduisaient au supplice. Donc la culture ne protège pas de la barbarie. Mais l'absence de la culture condamne à la barbarie, ça, c'est sûr. Alors, il y a aussi un thème, un sujet que vous évoquez dans ce livre, c'est le numérique, l'implosion du numérique, avec justement le fait que la culture soit reléguée au même plan, quelque part, que d'autres... Oui, c'est-à-dire qu'on a, grâce au numérique, qui a l'avantage fantastique à l'égard de la culture, de rendre pratiquement tout ce dont je parle ici gratuit. Les livres, les films, la musique est accessible, mais aussi l'inconvénient de faire en sorte qu'on puisse passer beaucoup de temps à des choses anecdotiques, superficielles. On va passer son temps sur Facebook, sur Instagram ou sur des échanges avec les uns et les autres qui prennent énormément de temps et qui sont du temps pris à la lecture, pris aux choses de la culture de fond. Et donc il y a un vrai risque qui est couru aujourd'hui par les plus jeunes, qui est de s'intéresser en apparence qu'à échanger avec les autres, mais en fait de façon narcissique. Il n'y a rien de plus narcissique qu'Instagram, où chacun se met en scène et ne parle que de lui. Même si, vous dites, toutes les cultures du monde, aujourd'hui, sont pratiquement disponibles pour tous. Voilà.
Mais le flux planétaire est si envahissant que presque personne, c'est vous qui l'écrivez, page 19 de ce livre, presque personne ne prend plus le temps de s'intéresser au stock. C'est-à-dire ce qui s'est passé le flux détruit le stock. Le flux détruit le stock. Le flux est si envahissant, si prenant, qu'on n'a pas le temps de s'intéresser au stock. Plutôt, on ne prend pas le temps de s'intéresser au stock. Or, le stock, c'est justement le flux qui a survécu. Et donc, il mérite de s'y intéresser. Et d'ailleurs, voilà, c'est l'objet de votre livre, vous intéressez au stock, hein, donc, puisque, au patrimoine de l'humanité d'ailleurs, puisque vous parlez de tout, hein, livres, romans, films, séries d'ailleurs, séries aussi télévisées. Puisque c'est vraiment devenu un art majeur. Je regrette, mais je l'ai fait exprès, je n'ai pas introduit les bandes dessinées, je le ferai peut-être dans une autre édition, parce que là il y a aussi des chefs-d'œuvre, et l'architecture qui mérite aussi qu'on s'y intéresse. Alors comment trouver le temps de voir les chefs-d'œuvre produits dans les décennies précédentes? C'est une question que vous posez dans ce livre. Et ça, c'est une question que vous posez pour ceux qui sont amenés à lire et qui vont lire ce livre. J'ai fait le calcul, si c'est 1 heure par semaine toute sa vie depuis l'âge de 25 ans. Enfin, pas toute sa vie, c'est entre 25 et 65 ans. Bon, si on commence plus tard, ça veut dire plus qu'1 heure par semaine. Tout le monde peut avoir 2 heures par semaine à consacrer au chef-d'œuvre de... Ou 3 heures par semaine, et là, on réduit le temps. Si c'est 3 heures par semaine, on fait ça en 10 ans, voilà. 3 heures par semaine, et vous avez tout ça en 10 ans. C'est quand même, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. 3 heures par semaine, c'est une soirée. C'est une soirée par semaine. Hein, plutôt que de regarder la télévision, bien, on lit. Oui, vous regardez un de ces chefs-d'œuvre à la télévision, vous écoutez un opéra à la télévision, vous regardez une des choses qui sont recommandées là. Et qu'est-ce qui vous donne envie, Jacques Attali, de lire un livre ou d'aller voir un film? La connaissance des œuvres de l'auteur antérieurement, ce que j'en entends de gens qui comptent pour moi, le fait que ça a été un grand succès m'intéresse aussi, parce que quand un film est un triomphe en Corée, je me dis que ça vaut la peine, ne serait-ce que pour comprendre la Corée, que de le connaître. Je parle souvent de la Corée parce que la Corée a une influence idéologique immense sur toute l'Asie. Et là, on parle de la Corée du Sud. Hein. Oui, bien sûr. Elle a une influence. La pensée chinoise est très largement influencée par la culture coréenne, avec d'ailleurs beaucoup de jalousie de la part des Chinois. Et alors vous affirmez, et vous parliez tout à l'heure de bonne vie, hein, fréquenter l'essentiel, c'est contrairement à l'intuition, étendre son temps de vie, c'est-à-dire de bonne vie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'on fait travailler son cerveau et donc on a plus de chances de rester en bon état intellectuel. Ensuite, ça veut dire comme je le disais tout à l'heure, on connaît mieux le comportement des uns et des autres, donc on est plus indulgent, mais aussi plus à l'affût. Et on pourrait même dire la même chose avec les histoires drôles, qui sont une façon de comprendre le monde et de raconter les choses pour se prémunir de l'humour. Voilà, des stratégies des uns et des autres. Et donc, ça aide à mieux vivre, parce que ça aide à anticiper sur le comportement des autres. Et tout part de ce postulat, Jacques Attali, l'essentiel est universel. Oui, l'essentiel est à la fois extrêmement particulier, parce qu'il n'y a rien d'essentiel qui ne soit pas ultra spécifique. Hein. Le dit de Genji, ce roman japonais, c'est ultra spécifique. Mais en même temps, ça n'est essentiel que parce que c'est universel, parce que tout le monde peut et doit y trouver de l'intérêt. Et alors, en quoi la découverte de l'essentiel nous change-t-elle? Elle nous change parce qu'elle nous rend plus empathiques, plus altruistes, plus curieux, plus passionnés, plus positifs, plus gentils aussi, plus humbles, plus exigeants à l'égard de nous-mêmes. Toutes choses qui font de la vie quelque chose de plus intéressant. C'est ce qui a fait de vous un humaniste, un militant de la paix, un militant pour la paix, pour la justice, contre l'injustice, contre les injustices. Et aujourd'hui, on vous entend beaucoup, on vous voit beaucoup, on vous lit beaucoup parler des migrants. Oui, parce que je considère que c'est un devoir humain que de s'intéresser aux migrants et de bien les accueillir, comme c'est un devoir humain très important de s'intéresser aux racines du problème, qui est le développement de l'Afrique. On ne va pas régler le problème de la misère de l'Afrique simplement en recevant des milliers ou des millions de personnes ici. Vous dites qu'il faut régler le problème sur place. C'est d'ailleurs ce qu'essaye très modestement à sa place de faire la fondation que je préside, Positive Planète, où nous travaillons dans les quartiers et dans 40 pays en Afrique pour aider les jeunes à créer leurs entreprises et à ne pas avoir à faire ce voyage de la mort. D'ailleurs, votre fondation, oui, cette fondation. Fondation Positive Planète a lancé un manifeste
pour soutenir 20 propositions dans le cadre du prochain G20 qui a lieu en décembre. Oui, nous avons fait travailler plus de 60 000 personnes à travers le monde pour définir ce qu'il faut faire de plus important pour les prochaines années. Et pour le soumettre au G20, nous avons élaboré 20 propositions qui sont disponibles sur change.org, sur le site Up for the Planet. J'invite tous ceux qui nous écoutent à les lire, voir ce qu'elles ont de remarquable, parce qu'elles ont été très très bien travaillées, et signer ce manifeste. Et alors, parmi les propositions, lesquelles sont pour vous les essentielles, puisque c'est votre livre, Le chemin. L'essentiel, c'est les 20. Sinon, s'il y en avait moins, mais disons, dans la première, dans l'ordre, c'est la fixation d'un prix du carbone. Il y a aussi des propositions sur la santé, sur l'éducation, sur l'intelligence artificielle, sur l'agriculture, sur bien de domaines. Donc, c'est-à-dire, c'est sur votre site ou sur change.org. Vous avez été le Sherpa de François Mitterrand. Avec ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de retournements au niveau international, notamment en Asie. Dans l'un de vos derniers livres, Premier arrêt après la mort, et même s'il s'agissait d'un roman, il était question, quelque part, de crainte au sujet d'une troisième guerre mondiale en mer de Chine. Le sommet Trump-Kim Jong-un, ça fait disparaître ces craintes? Non, c'est Munich pour moi, ce sommet. C'est Munich. C'est Munich? L'économiste. L'économiste a fait un très joli titre, difficile à traduire, puisque c'est, au lieu de Kim Jong-un, ils ont écrit Kim Jong-won. Kim Jong a gagné. C'est Munich. Donc Hitler, c'est Kim Jong-un. Oui. Et Chamberlain, c'est Trump. C'est Trump. D'ailleurs, tout à fait grotesque, parce que il se glorifie d'un accord qui est infiniment plus vide que celui qu'il a dénoncé avec l'Iran. Donc c'est Munich. Oui, c'est Munich, toute proportion gardée, parce que l'histoire ne se répète pas l'identique, mais c'est rien. Hein. C'est juste une occasion de donner un label de valeur internationale à un dictateur. Alors, dernière question, puisque vous êtes proche du président Emmanuel Macron. Je ne suis pas son conseiller. Oui, vous n'êtes pas son conseiller, mais bon, vous... Il se trouve que j'ai eu le privilège de le connaître. Voilà. Et vous disiez avant la présidentielle que le futur président aurait, et quel qu'il soit d'ailleurs, aurait 100 jours pour réussir. Est-ce qu'Emmanuel Macron est bien parti ? Oui, je crois qu'il est bien parti. Il a lancé un grand nombre de réformes. Il y a encore énormément de choses à faire. Disons que c'est comme un tableau qu'il faut peindre. Alors, il a commencé à peindre la partie droite. J'espère qu'il va finir la partie gauche. Donc, jambe gauche, jambe droite. Partie droite et gauche du tableau. Partie gauche et droite du tableau, puis ça nous renvoie à votre livre. Avant de conclure, je rappelle, Jacques Attali, justement, que vous venez de publier Les chemins de l'essentiel, et c'est édité chez Fayard. Merci de votre témoignage, Jacques Attali. Merci à vous de nous être fidèles, et à la semaine prochaine. Merci.